La guerre arrive en Europe. Le 1er septembre 1939. Hitler envahit la Pologne. La Grande-Bretagne découvre que son aviation n'est pas prête. Pas pour un combat prolongé contre une Luftwaffe moderne. Dans la précipitation pour se réarmer, Londres achète ce qu'elle peut aux États-Unis. Ce pays est encore officiellement neutre. Il tourne en production de temps de paix. Les Curtiss P-40 Warhawk arrivent les premiers et font un travail solide. Mais la demande dépasse vite la capacité de Curtiss. Alors, des représentants britanniques vont frapper à la porte d'une firme plus jeune, North American Aviation. Son président, James H. Kindleberger, ne propose pas seulement de construire plus de P-40. Vendeur ambitieux, il dit qu'il peut faire mieux. Concevoir un chasseur plus rapide, qui vole plus haut, avec plus d'autonomie, en seulement 120 jours. L'équipe de conception de North American, menée par Edgar Schmued. Elle fonce, il garde le Metissa et garde le même Allison VI-710. Un moteur 12 cylindres, refroidi par liquide, utilisé sur le P-40, mais il l'installe dans une cellule radicalement épurée. Le prototype NA-63X adopte une aile à écoulement laminaire, affinée grâce aux données de la NACA. L'épaisseur maximale est reculée vers l'arrière pour réduire la traînée et augmenter l'autonomie, tout aussi audacieux. Un conduit de radiateur ventral profond. Il exploite l'effet Meredith. Il récupère un peu de poussée grâce à l'air chaud qui sort du radiateur. Le prototype vole en décembre 1940, 3 jours avant la date prévue. Lors des premiers essais, il dépasse les 320 miles par heure à 15 000 pieds. Et il se pilote à merveille. La Grande-Bretagne tient son nouveau chasseur et lui donne un nom qui restera, Mustang. Sur le papier, le nouvel appareil est une révélation. Dans les faits, une vérité dure est apparue très vite. Le moteur Allison ne disposait pas d'un suralimentateur à 2 étages efficace. Les performances chutaient fortement au-dessus d'environ 17 000 pieds. C'était justement aux altitudes où se menait la guerre aérienne en Europe. L'US Army Air Corps a évalué 2 exemplaires désignés P-51. Il a admiré la cellule, mais il a conclu qu'il manquait le mordant en haute altitude d'un véritable intercepteur. On a poussé le Mustang vers d'autres rôles. Reconnaissance armée, attaque à basse altitude, et sous une forme spécialisée, bombardement en piqué. La variante AA-36, surnommée Apache ou Invader, a reçu des aérofreins de piqué et est partie en guerre en grand nombre. Les pilotes continuaient à l'appeler Mustang. Le combat a mis au jour un défaut qu'aucun essai en soufflerie ne pouvait pleinement révéler. Le radiateur unique du Mustang montait sous le ventre et ses conduites de liquide de refroidissement étaient d'une efficacité remarquable et d'une vulnérabilité aiguë. Une balle isolée ou un éclat pouvait percer le système. Le liquide de refroidissement s'échappait. La température montait en flèche. Et le moteur pouvait se gripper en quelques minutes. Sortir d'un piqué à basse vitesse faisait de l'A-36 une cible pour les armes légères. Un seul coup malchanceux pouvait condamner l'appareil. Les États-Unis ont éloigné les Mustangs des attaques en piqué prononcé. Ils se sont tournés vers des missions à basse altitude, où leur vitesse, leur stabilité et leurs canons lourds étaient payants. En 1943, dans les terrains traîtres de la Birmanie, il guidait l'artillerie. Il mitraillait les lignes d'approvisionnement. Et il se montrait des compagnons fiables pour les forces au sol. Beaucoup de pilotes aimaient la précision de pilotage du Mustang à moteur Allison, à condition de rester loin de l'air raréfié. La promesse de l'avion a mené à une idée simple. Garder la cellule, changer le moteur. Les ingénieurs britanniques de Rolls-Royce testaient déjà des Mustangs équipés de moteurs Merlin, la même famille qui propulse les Spitfires, avec un suralimentateur à 2 étages et 2 vitesses. Le moteur respirait sans peine à 30 000 pieds. Après des négociations, Packard a accepté de produire le Merlin sous licence, sous la désignation V1650.
North American a apporté les changements nécessaires. Une hélice à 4 pales a remplacé l'hélice à 3 pales. Le fuselage a été renforcé. Le conduit du radiateur et le circuit d'huile ont été affinés. L'armement et les systèmes ont été modernisés. Le résultat a quitté la chaîne sous la forme du P-51B et sous celle de son jumeau construit à Dallas, le P-51C. L'allure restait familière, mais en vol, c'était une toute autre bête. Maintenant, le Mustang pouvait grimper, se battre et foncer aux altitudes, où volaient les bombardiers et où chassaient les chasseurs allemands, dans la tranche des 20 à 1000 pieds, du milieu jusqu'au haut. Sa vitesse gagnait des dizaines de miles par heure par rapport à la version Allison. Tout aussi important, il pouvait tenir la distance. Une cellule à faible traînée, un moteur efficace et des réservoirs largables donnaient au Mustang un rayon d'escorte qu'aucun chasseur contemporain ne pouvait égaler. Avec le carburant interne et 2 réservoirs externes, il pouvait s'enfoncer loin en Europe occupée. La 8e Air Force avait soudain des petits amis capables de rester avec les B-17 et les B-24 jusqu'à l'objectif. Et pour le retour, ce changement a eu des conséquences stratégiques. Avant le Mustang équipé du Merlin, les bombardiers américains sans escorte subissaient des pertes terribles. Avec des Mustangs en formation, la Luftwaffe était contrainte à des combats désavantageux, souvent à des altitudes et à des distances où l'endurance des chasseurs allemands s'épuisait. Le Mustang est devenu chasseur autant que gardien, se détachant après le largage des bombes pour rôder dans les triages ferroviaires, sur les aérodromes et le long des colonnes routières. Pendant la Big Week de février 1944, des bombardements soutenus, appuyés par des escortes à long rayon d'action, ont commencé à démanteler le réseau de carburant et l'industrie aéronautique de l'Allemagne. Les fissures se sont propagées au-delà des usines. À mesure que des pilotes allemands expérimentés étaient perdus, les remplaçants arrivaient avec moins d'heures de vol. Et la filière de formation n'arrivait plus à suivre. Les pilotes se plaignaient encore. Les premiers modèles B et C emportaient 4 mitrailleuses Browning de calibre 50 dans les ailes. Les chemins d'alimentation serrés provoquaient parfois des enrayages après des manœuvres brutales. La visibilité vers l'arrière était aussi limitée sous la verrière à montant. Des unités britanniques ont brièvement adopté la verrière Malcolm, une verrière bombée pour améliorer le champ de vision. North American a été plus loin avec le P-51D. Le P-51D a introduit une verrière en bulle en goutte d'eau complète pour une vue presque dégagée à 360 degrés. Il a standardisé 6 mitrailleuses Browning de calibre 50 avec des alimentations améliorées et 1880 coups. Il a ajouté un carénage dorsal de dérive pour stabiliser la cellule, surtout après le déplacement des charges de carburant avec un réservoir de 85 gallons derrière le pilote. Et il a adopté de meilleurs viseurs comme le K-14. En mars 1944, des Mustangs ont escorté les bombardiers jusqu'à Berlin. À la fin de cette année-là, des milliers de P-51D sortirent des chaînes d'Inglewood et de Dallas. Les rapports de combat en témoignent. Le mélange d'autonomie, de vitesse et d'agilité du Mustang a fixé une nouvelle référence pour les chasseurs à piston. Ils n'excellaient pas en tout. Les démarrages par temps froid étaient délicats. Ce radiateur restait un point faible, malgré des conduites auto-obturantes et un blindage. Le réservoir arrière de fuselage pouvait rendre le modèle D nerveux jusqu'à ce que le niveau de carburant baisse, mais l'ensemble restait sans égal. Les ingénieurs allemands ont répondu par des jets et des fusées, le Me-262, le Me-163. Leur vitesse était saisissante. Le Me-262 pouvait distancer un Mustang d'environ 100 miles à l'heure en vol horizontal. Mais l'endurance, la fiabilité et le nombre n'étaient pas de leur côté. Les tactiques se sont adaptées. Les contrôleurs alliés ont dirigé des Mustangs pour attendre près des bases de chasseurs à réaction. Ils cueillaient les 262 au décollage et à l'atterrissage, où ils les forçaient à virer, là où leur avantage se réduisait.
Quand la logistique de la Luftwaffe s'est effondrée, les rares merveilles qui atteignaient le front ne pouvaient pas changer le cours d'une guerre désormais menée sous un ciel contrôlé par les Alliés. Hermann Göring l'a admis plus tard. Quand il a vu des Mustangs au-dessus de Berlin, il a su que la fin approchait. La portée du Mustang a dépassé l'Europe. Depuis Iwo Jima en 1945, des P-51D ont escorté des B-29 jusqu'aux îles principales du Japon. Cela étendait l'autonomie du type à travers le Pacifique. En Italie et dans les Balkans, ils ont mitraillé des voies ferrées et des ponts qui alimentaient les forces terrestres de l'Axe. L'appareil est aussi devenu un symbole. Les Tuskegee Airmen, le 302nd Fighter Group, les Red Tails, ont volé sur des P-51 avec distinction. Leurs longues missions d'escorte ont bâti une réputation de rester avec les bombardiers. Après la guerre, des Mustangs ont servi dans le monde entier. Ils sont même revenus au combat en Corée, sous la nouvelle désignation F-51, troquant la vitesse contre un travail d'attaque robuste à basse altitude que les jets accomplissaient mal. Le jour de la victoire en Europe, les Mustangs avaient effectué des centaines de milliers de sorties et revendiqué des milliers de victoires aériennes. Leurs pertes restaient relativement modestes pour l'ampleur de l'effort. Les chiffres varient selon les sources, mais la tendance est claire. À partir de la fin de 1943, le P-51 a apporté une contribution décisive à la supériorité aérienne alliée. On le saluait comme l'un des chasseurs les plus épurés sur le plan aérodynamique de son époque. Un mélange d'ingénierie élégante et d'urgence de guerre. Et pourtant, le One Thing restait une leçon inscrite dans la prise d'air ventrale du Mustang. Le prix de la vitesse et de l'efficacité était la vulnérabilité. Les équipages ont atténué ce risque. Les pilotes l'ont respecté. Les concepteurs l'ont réduit. L'appareil a perduré parce que ses forces comptaient plus que son défaut. L'autonomie, les performances en altitude avec le Merlin, la maniabilité et la puissance de feu. Au final, le Mustang a fait ce que Kindleberger avait promis, et même davantage. Il n'a pas gagné la guerre à lui seul, mais il a rendu possible une campagne. Elle a brisé l'industrie ennemie, elle a saigné sa force de chasse, elle a permis aux bombardiers et aux troupes au sol d'avancer, avec une couverture aérienne que peu d'adversaires pouvaient contester. S'il fallait n'en retenir qu'une, la contribution la plus décisive serait celle qui a commencé par une échéance imposée par un commercial et qui s'est achevée par des petits amis surgissant très haut dans le ciel. Exactement là où on en avait besoin et restant en place jusqu'à ce que le travail soit terminé.